Dans cet exercice, vous allez de nouveau exploiter le principe de l'échelle tonale pour ombrer un sujet, mais cette fois à partir d'un modèle en couleurs. Vous devrez donc estimer l'intensité lumineuse de chacune de ces couleurs afin de définir la ou les échelles tonales correspondant au modèle. Pour réaliser cet exercice, vous aurez besoin du matériel suivant. Votre planche à dessin et de l'adhésif de peintre, une feuille de papier à grains format A4, 4 ou 5 gradations de crayon graphite, 2H, HB, 3B, 6B et éventuellement 8B, ainsi qu'un cutter, un affûtoir et une gomme mie-de-pain. Pour construire votre grille et établir vos repères, vous aurez également besoin d'une règle graduée d'une trentaine de centimètres. Le temps de réalisation pour cet exercice est d'au moins 1 heure, voire plus, selon le degré de réalisme que vous souhaitez obtenir. Le modèle utilisé pour cet exercice est une photographie d'une rose avec du feuillage flou en arrière-plan. Cette image présente donc 2 palettes de couleurs. Une première pour la fleur, composée d'une gamme de teintes roses, tirant parfois sur du jaune ou du mauve. La seconde gamme de couleurs, qui est celle du feuillage, est composée plutôt de vert et de brun. Si l'on transpose ces gammes de couleurs en valeurs, nous constatons que l'ensemble de l'image présente donc une échelle du jour allant de valeurs très claires à une valeur très sombre. Cependant, les couleurs de la fleur sont regroupées dans une gamme de valeurs claires allant du presque blanc à une valeur moyenne. Tandis que les couleurs du fond ont des valeurs plus sombres, s'échelonnant d'une valeur moyenne à une valeur très sombre. Ainsi, la valeur la plus sombre visible sur la rose correspond plus ou moins à la valeur la plus claire du fond. Cela est bien sûr dû au fait que les teintes qui composent les fleurs sont claires alors que celles du fond sont sombres. Mais c'est aussi lié à la valeur respective des couleurs des divers éléments. Pour mieux comprendre les relations entre couleurs et valeurs, observez ces 6 gammes de couleurs primaires et secondaires qui s'affichent à l'écran. Nous avons ainsi une gamme de mauve, une de bleu, une de rouge, une de jaune, une d'orangé et une de vert. Chacune présentant des teintes allant du clair au foncé. Pourtant, si nous transposons ces diverses gammes de couleurs en niveau de gris, vous constaterez que les gammes de valeurs sont très différentes. La plus étendue est celle des violets qui s'échelonnent du clair au foncé. Les gammes de valeurs des rouges et des bleus sont à peu près similaires, mais la valeur la plus sombre est légèrement moins foncée que pour la gamme de violets. Enfin, les gammes de jaune, orange et vert sont de plus en plus étendues, mais la dernière ne présente pas de valeur aussi foncée que celle des gammes au-dessus. Ce sont en fait les valeurs des couleurs primaires qui composent chacune de ces teintes qui déterminent leurs valeurs respectives. Le jaune, même à son intensité maximale, sera toujours plus clair que le cyan, lui-même plus clair que le magenta. Une teinte composée de cyan et de magenta aura donc nécessairement une valeur plus sombre qu'une autre contenant une forte proportion de jaune, comme un vert ou un orange. Pour réaliser l'ombrage de votre rose, vous devez donc prendre en compte cette notion de valeur propre à chaque couleur. Maintenant que nous avons vu cet aspect spécifique concernant la relation existante entre couleur et valeur, vous allez pouvoir débuter le dessin de cette rose. Commencez par fixer sur votre support le modèle de la rose en couleur et munissez-vous de votre matériel. Vous allez à présent construire votre dessin en déterminant le cadrage de l'image. Comme j'ai décidé de reproduire ce modèle à l'échelle 1, j'ai tracé pour ma part un cadre de 146 mm de large et de 152 mm de haut, s'appuyant sur chacun des côtés sur le bord des pétales, en excluant uniquement une pointe sur la droite. J'ai ensuite divisé ce cadre dans les 2 sens afin d'obtenir des zones délimitées par les lignes médianes. J'ai ainsi obtenu une grille avec des divisions de 73 mm en largeur et 76 mm en hauteur. Puis j'ai partagé chacune des zones obtenues de nouveau en 2, traçant ainsi les médianes intermédiaires.
Une fois vos repères déterminés et reportés sur votre feuille, utilisez la grille ainsi créée pour dessiner la rose de manière schématique en utilisant des lignes droites. Lorsque vous aurez tracé toutes les principales lignes de votre fleur, poursuivez la construction de votre dessin en affinant et en précisant le tracé des formes. Poursuivez ainsi en dessinant les diverses pétales de manière de plus en plus précise et en ajoutant quelques détails. Tout en dessinant, utilisez votre gomme mie-de-pain pour effacer progressivement les traits de construction. Prenez votre temps pour réaliser votre dessin et observez régulièrement et attentivement le modèle durant cette opération. N'hésitez pas à recourir à diverses formes de mesure pour vous assurer que chacun des pétales est en bonne place et dans de bonnes proportions. Lorsque les contours externes et internes de chaque pétale sera reportés sur votre feuille, prenez un peu de recul pour contrôler et corriger votre dessin. Poursuivez avec l'application des premières valeurs. Alors, afin de faciliter votre appréciation de chacune des valeurs présentes sur le modèle, en tenant compte des couleurs, vous allez tout d'abord placer les valeurs foncées de l'arrière-plan. Ces valeurs vous serviront ainsi d'étalon pour ombrer la fleur à l'aide de valeurs qui devront toutes être plus claires que celles du fond. La gamme de valeurs du fond étant foncée, vous pouvez appliquer une valeur moyenne à cette zone directement à l'aide d'un crayon 3B ou éventuellement commencer avec un crayon HB. Pour l'instant, ne vous préoccupez pas des valeurs exactes du fond, mais efforcez-vous cependant d'obtenir la valeur maximale de l'image à au moins un endroit. J'ai pour ma part choisi d'appliquer cette valeur sombre extrême dans le creux prononcé entre les deux pétales sur la gauche. Cette zone, qui présente un fort contraste de valeurs, me servira ainsi d'étalon pour ombrer le reste de mon dessin. Appliquez votre crayon régulièrement par des jeux de hachures légères afin de couvrir progressivement une zone de quelques centimètres tout autour de la fleur. Pour l'instant, ne vous préoccupez pas trop des diverses nuances visibles. Contentez-vous d'appliquer une valeur moyenne plus ou moins uniforme. Ne cherchez pas non plus à obtenir les valeurs les plus denses tout de suite, mais vous pouvez commencer à distinguer les zones denses des zones de valeur moyenne. Augmentez progressivement l'intensité des valeurs en superposant les couches de pigments. Lorsque vous aurez la sensation que votre crayon a produit sa valeur maximale, changez d'outil en prenant une gradation supérieure du type 3B ou 6B. Continuez ainsi d'appliquer les couches de graphite sur le fond en procédant délicatement sans exercer de pression excessive sur votre outil. Une fois que vous aurez appliqué une valeur foncée tout autour de la rose, prenez un crayon sec du type 2H pour débuter l'ombrage des pétales. De la même façon que j'ai défini les valeurs sombres repères, je vais commencer par appliquer les valeurs claires et moyennes sur le pétale à proximité de cette zone qui me servira d'étalon. C'est seulement une fois que vous aurez apposé dans ces zones une valeur de base correspondant aux valeurs claires et foncées du modèle que vous pourrez commencer à appliquer les valeurs sur le reste de la fleur. Poursuivez ainsi en appliquant une valeur claire uniforme sur toute la partie droite de la rose qui est moins éclairée. Superposez ensuite légèrement les couches de graphite à l'aide du crayon 2H afin de densifier progressivement les valeurs des ombres. Puis prenez un crayon HB pour augmenter l'intensité de ces valeurs. Observez bien le modèle afin de reproduire correctement ces diverses nuances de gris. N'oubliez pas qu'aucune ombre de la rose ne doit comporter une valeur plus dense que la zone la plus claire du fond. Lorsque la rose sera couverte de valeurs claires et moyennes, reprenez un crayon 6 ou 8B pour ajuster les valeurs du fond. Vous allez donc densifier les valeurs de l'arrière-plan en tenant compte cette fois des nuances de valeurs visibles. Augmentez également ces valeurs en élargissant progressivement la zone ombrée. Lorsque vous aurez suffisamment densifié les valeurs de fond, reprenez l'ajustement des valeurs sur la rose. Vous devrez donc certainement apporter des corrections afin d'ajuster les valeurs de certains pétales et aussi pour densifier simultanément les valeurs sur l'ensemble. Vous devez être très attentif à l'échelle des valeurs et au niveau de contraste visible sur chacun des pétales de cette rose. N'augmentez pas les valeurs trop rapidement
et pensez à prendre régulièrement du recul afin de contrôler l'équilibre des valeurs. Pour vous aider à respecter cet équilibre, référez-vous aux zones étalons que vous avez déterminées au début. Poursuivez l'ombrage de votre dessin en travaillant maintenant simultanément le fond et la fleur avec vos diverses gradations de crayon. Utilisez également votre gomme mie-de-pain pour éclaircir certaines parties que vous jugez trop foncées. Complétez ainsi le travail des ombres et des lumières en restituant les valeurs respectives de chacune des zones de manière aussi précise que possible. Là encore, prenez votre temps et augmentez progressivement les valeurs sans jamais appuyer trop fortement sur votre crayon. Ajustez ainsi les valeurs sur l'ensemble de l'image jusqu'à ce que votre dessin vous paraisse complet. Alors cette étape peut prendre plus ou moins de temps en fonction du degré de finition et du niveau de réalisme que vous souhaitez atteindre. C'est à vous, en fonction du temps dont vous disposez, de décider à quel moment votre dessin sera terminé. J'ai ainsi décidé, après 2 heures, que la réalisation de l'ombrage de cette rose à partir d'un modèle en couleur était terminée. Je vous invite donc à passer à la conclusion de cette leçon sur l'échelle tonale. De la même façon que les formes peuvent être mal interprétées par notre cerveau, les valeurs peuvent également subir l'influence de phénomènes que vous devez apprendre à maîtriser. La meilleure façon d'éviter ces pièges qui peuvent être liés au contraste simultané ou aux couleurs consiste à définir l'échelle tonale de votre modèle. Ainsi, en vous référant aux valeurs étalons de cette échelle, vous pourrez déterminer les valeurs respectives de chaque partie. Vous pourrez ainsi classer vos valeurs de la plus claire à la plus dense et déterminer une échelle de valeurs qui vous permettra de restituer leur équilibre. En attendant, retenez bien la clé de cette leçon. L'intensité des valeurs étant relative, une valeur ne peut être appréciée qu'en la comparant aux valeurs étalons de l'échelle tonale. Dans cette leçon, vous avez vu comment déterminer et utiliser l'échelle tonale afin d'apprécier plus objectivement la densité des diverses valeurs présentes sur un modèle. Dans la prochaine leçon, vous verrez que cette échelle tonale varie en fonction de la nature de l'éclairage. Vous apprendrez ainsi à utiliser l'éclairage afin de restituer la nature des éléments ainsi que des atmosphères spécifiques. Voilà, cette leçon sur l'échelle tonale est à présent terminée. Mais avant de vous quitter, je voudrais vous rapporter une citation de Jean-Dominique Ingres. Le dessin ne consiste pas simplement dans le trait. Le dessin, c'est encore l'expression, la forme intérieure, le plan et le modelé. Voilà, je vous laisse méditer cette pensée et je vous donne rendez-vous dans une prochaine leçon en vidéo. À bientôt!